Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Aujourd'hui, on va revenir sur la victoire du FC Metz hier soir à Rodez, une victoire 3-1 avec entre autres un doublé de Cheikh Sabali. Alors que penser de cette victoire et de cette très relative maîtrise des Grenats? On parlera entre autres d'Ibou Sané en manque de réussite sur le front d'attaque, un front d'attaque qui interroge. Quel bilan tirer de cette première semaine de compétition pour les hommes de Stéphane Le Mignan avant de recevoir Laval samedi prochain? Et pour répondre à toutes ces questions, j'accueille mes chroniqueurs du jour. Honneur au petit nouveau qui vient de rejoindre Let's Go Metz au Mercato, spécialiste handball mais également fervent supporter du FC Metz. Alexandre Bure est avec nous. Salut Alex. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci de m'accueillir dans votre équipe en tout cas. Et puis je vais essayer de faire bonne figure et de rentrer dans l'équipe du mieux possible. Donc voilà. C'est super. Pour t'accompagner, j'accueille également Thomas de la Maison du Grenat, alias Socket. Comment tu vas? Écoutez, salut tout le monde, très très bien. Heureux d'avoir enfin repris la saison, parce que pas qu'on n'aime pas les JO, mais bon, on aimait bien quand même reprendre vite fait les bonnes habitudes. Donc non, très content de parler de Metz. Moi, les JO, je suis un petit peu nostalgique personnellement, mais bon, après, voilà. Et enfin, notre journaliste préféré, Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Alors si t'es nostalgique des JO, il y a les Jeux Paralympiques dans quelques jours. On aura 4 Mosellans, on va en parler sur Let's Go Metz. Mais là, place à nos Grenats et à cette belle victoire. Eh oui, messieurs, le FC Metz qui effectue effectivement son premier déplacement hier en Aveyron du côté de Rodez et qui est revenu avec les 3 points. Première victoire avec notamment un doublé de Cheikh Sabali. Et ce but, dès l'engagement, alors certains disent 7 secondes, d'autres 8, d'autres 9, comme quoi le temps est relatif. Alors messieurs, petit tour de table pour votre analyse de la rencontre. Je vous écoute. Alex, à toi l'honneur. L'analyse de la rencontre, même si on va peut-être en parler un peu après, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le match contre Bastia. On a joué un petit peu sur courant alternatif. Là, cette fois-ci, effectivement, on a commencé fort. On a fait une super première mi-temps, puis après en deuxième mi-temps, on a vraiment plus géré, on va dire. Puis bon, je pense que le tournant, je dirais, c'est le penalty raté, parce que je pense que si on mettait le quatrième, peut-être qu'on aurait eu envie encore de continuer, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt, une coupure de courant, ou je sais pas, ou qui se sont dit, bon, allez, c'est bon, on gère. Voilà, donc, mais bon, on avait fait déjà le boulot en première mi-temps, puis faut dire que le premier but au bout de 7-8 secondes nous a déjà bien aidé, donc c'était, voilà, on fait un match sérieux, on gagne le premier match, voilà, maintenant il va falloir continuer, quoi. Thomas, pendant que tu es en train de boire ton petit café, là, je t'ai vu, ton analyse. Alors mon analyse, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Alex, c'est du courant un peu alternatif par rapport pour faire écho à ce qui s'est passé sur le match contre Bastia. Alors effectivement, l'ouverture très tôt, elle change un peu la donne, parce que forcément, quand tu mènes au score, tu sais jamais comment tu dois prendre la suite des événements. Est-ce que tu dois continuer à attaquer? Est-ce qu'au contraire, tu dois un peu laisser subir? Historiquement, le FCMS nous habitue à beaucoup se laisser subir quand justement il y avait cet avantage au score. De manière générale, quand même, on a senti une équipe de Metz qui a beaucoup plus laissé l'adversaire le presser. C'est pas le même sentiment sur Bastia, parce que sur Bastia, en plus, on est mené au score, donc on cherche vraiment à égaliser. Et là, justement, l'adversaire nous presse. Alors, il y aura toujours un débat de savoir. Je sais que certains m'ont dit un peu, parce qu'on a eu quelques discussions sur est-ce que aligner 5 profils défensifs te pousse pas aussi à subir un peu plus quand tu as un pressing adverse. Je pense vraiment que passer à 3 défenseurs centraux, comme il l'a un peu vu le Mignan, c'est parce qu'il y avait 2 avant-centres à Rodez et que ça l'inquiétait sur le papier. Mais de manière générale, tu sentais quand même cette équipe de Metz qui, certes, a la possession aussi bien en première et encore plus en deuxième avec l'avantage numérique, mais c'est quand même une équipe de Metz qui, je trouve, s'est laissé quand même presser dans son terrain et devait reposer sur le fait de bien ressortir la balle, de ressortir la balle proprement pour pourquoi pas exploiter d'ailleurs une attaque. Alors ça a été assez heureux sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps un peu plus compliqué parce que tu as quand même, je dirais, le manque un peu de fraîcheur, parce que ça on l'a un peu, certains l'ont pas évoqué, mais on a quand même eu 72 heures de récupération de moins que notre adversaire, et je pense aussi qu'à un moment donné, à 3-0, déjà tu commences à réfléchir à lever un peu le pied. Le 4-0 que tu loupes te fait dire aussi que là, bon, c'est bon, on a donné un peu le max, on va se calmer.
et en plus en avantage numérique. Donc tout était réuni entre guillemets pour qu'il y ait un relâchement en deuxième partie de deuxième mi-temps, ce qu'a relevé d'ailleurs Stéphane Le Mignon. Donc c'est un peu normal, je trouve, d'avoir eu effectivement ce relâchement-là. Il y a des choses perfectibles, mais il y a quand même encore des enseignements tactiques à en tirer parce que aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de dire, par exemple, lors du prochain match, qu'est-ce qu'on fera comme alignement tactique, parce que cette équipe de Metz, elle est en rodage aussi bien encore dans le jeu, parce que c'est encore une fois, par rapport aux années précédentes, quand même une façon de jouer dont on n'a pas l'habitude, hein, de faire plus de 4 passes d'affilée sans la perdre. Et donc c'est du rodage et ça va continuer encore un peu et donc il faut que ça continue en ce sens-là. En tout cas, les intentions sont là, c'est ce qu'il y a à retenir. Mais évidemment, on attend toujours de l'amélioration vers du encore mieux. Voilà. Arthur, première victoire méritée, mais on a un sentiment un peu mitigé malgré tout. Ouais, faut pas être trop sévère parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est la deuxième journée de Ligue 2, comme le disait fort justement Thomas. Le FC Metz a eu 72 heures de récupération en moins que son adversaire et par rapport à la lecture globale du match, je m'attendais pas à avoir une équipe de Rodez aussi conquérante. Pour moi, on le savait que Rodez était plus joueur que Bastia sur le papier, pardon, mais on a vu des vagues ruthénoises, surtout en première mi-temps, paradoxalement, même si en première mi-temps on met 3 buts, mais il y a une efficacité qui a quand même été assez impressionnante, qui n'était pas au rendez-vous contre Bastia. On reparlera d'Ibou Sané qui a certes manqué son penalty, mais délivré une passe décisive. Le but de Sabali en tout début de match aide. Et après, on a le sentiment que c'est vraiment la qualité technique et offensive des joueurs du FC Metz qui a fait la différence. Sur le deuxième but, ça part d'une ouverture de Hein, et le troisième, ça part d'une ouverture encore plus magistrale d'Ablaye Jallo. Donc, ce FC Metz-là, il peut voyager avec des individualités comme cela. Et par rapport à la disposition tactique mise en place, certes, on a 5 profils dits défensifs, mais il y a 2 véritables pistons qui jouent vraiment très très haut. Peut-être que Kofi Koao joue plus haut que Fali Kandé, et c'est une petite révolution en défense centrale. Le défenseur central gauche et le défenseur central droit, certes, respectent leur poste, mais ce sont des latéraux de métier. Donc on est vraiment dans un vrai 3-4-3, pas comme ce qui a pu arriver par le passé au FC Metz, notamment sous Frédéric Antonetti, où le 3-5-2 se transformait volontiers et la plupart du temps en 5-3-2. Et quand tu as un milieu de terrain composé de Deminguet et Hein qui font office de numéro 6, numéro 8, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir le courage et l'audace pour Stéphane Le Mignon de mettre ces joueurs-là, de mettre des joueurs de ce profil dans le dispositif. Donc cette équipe-là, elle est joueuse et je pense qu'on va le voir toute la saison et c'est vraiment très intéressant. Mais pour réussir à jouer comme cela, ben ça prend du temps. La mayonnaise va mettre quelques semaines à prendre. Alors justement, on va parler de l'attaque avec ce pauvre Ibou Sané qui n'a pas été très en réussite avec ce pénalty raté et puis ce face-à-face aussi également loupé du Sénégalais. Alex, il devient urgent de recruter, d'autant qu'il y a cette rumeur qui enfle sur un probable retour de Pape Moussa Fall à Serein, parce qu'il n'a pas été retenu par Stéphane Le Mignan. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh ben, je pense que de toute façon, même s'il avait été en réussite, je pense que de toute manière, il faut recruter en attaque parce que je pense que ça fait quand même plusieurs moments qu'on a des difficultés en attaque. Même l'année dernière, on avait des difficultés en attaque. Si j'ai bien compris, on aura peut-être Assoro qui risque peut-être de revenir. Mais bon, je sais même pas ce qu'il vaut, même en Ligue 2. Alors, il avait effectivement marqué un but, notamment en début de saison l'année dernière en Ligue 1 face à Lens. Mais je pense que si on peut trouver un attaquant qui peut peser devant le but, c'est sûr que ça sera pas de refus, même si on a Elisor qui va revenir de blessure, même si bon là j'ai trouvé que l'attaque était pas, enfin il y avait des bonnes combinaisons en attaque, mais après effectivement il faut qu'on ait des attaquants qui soient tueurs devant quoi. Bon même si là effectivement Sabali met un doublé.
Mais bon, Sané, puis bon, le penalty, on n'en parlera pas parce que je pense qu'il est tellement mal tiré que voilà. Bon, c'est après, ouais, je pense qu'il faut recruter de toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il faut au moins un tueur devant, enfin, au moins quelqu'un sur qui on peut compter quand vraiment on est en difficulté, quoi. Ouais, bon, Là, c'est difficile de recruter un bon numéro 9, hein. Thomas ah oui, oui. Ibou Sané, Thomas, fautif, malgré une rencontre bah, qui semblait quand même intéressante du jeune numéro 9. Oui, après, Sané est quand même dans une situation où il se doute bien que c'est une année importante. Eu égard à ce qui peut arriver l'année prochaine, enfin à la fin de la saison avec l'année prochaine, c'est une saison de Ligue 2. Après ce qu'il a montré notamment en réserve, où en fait il doit effectivement se montrer et où il doit passer une étape. Là, ce qui se passe, c'est que moi, je suis pas forcément d'avis pour l'instant de lui mettre des bâtons dans les roues dans sa progression pour le moment. Pour le moment, je pense qu'à court terme, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, il n'empêche qu'il y a des joueurs qui autour de lui, que ce soit Eliezer, à qui on donne un rôle important, semble-t-il, dans le projet de l'attaque de cette saison. Il y a Sabali qui, aussi surprenant soit-il, est là, surtout dans le rôle qu'on lui a donné sur ce match contre Rodez, puisque effectivement on le voit plus normalement à la base dans une réflexion de joueur de côté, et là pour le coup il a été beaucoup plus qu'un joueur de côté sur ce match, et en plus il est décisif. Donc c'est à dire que là Sané doit chercher effectivement cette confiance. Il a une chance, c'est que autour de lui ça marque. Ça sera encore plus dur si effectivement ça ne marquait pas, et qu'entre guillemets on a vraiment un gros focus sur son manque d'efficacité, machin. Après, son côté tueur, en préparation, on a vu qu'il est capable d'être tueur, hein, puisqu'il y a des face-à-face qu'il a fait, que ce soit notamment pour ne prendre que celui-là, hein, vous prenez le match contre Amiens, le but qu'il met contre Amiens, c'est un but de tueur. Alors je sais que le CM d'Amiens a trollé en disant comme quoi c'était un cafouillage défensif, mais pour ceux qui ont pu voir le match, c'est vraiment un bon travail qu'il fait quand il a la balle. Donc il est capable de le faire. Je pense qu'il ne faut pas le mettre encore des bâtons dans les roues. Il n'empêche que, voilà, comme j'ai dit, ça va arriver, c'est présent autour de lui, il y a de la concurrence quand même. Euh, Aussi, ça dépendra si le système que l'on a vu contre Rodez se répète, et auquel cas va se rajouter dans la concurrence potentiellement un Diallo, un Bokele, ce que je n'espère pas vraiment pour lui. Et puis, il y a la question effectivement d'un recrutement qui arriverait. Et là, pareil, c'est voir le profil du joueur recruté. Est-ce que c'est un jeune attaquant, un attaquant qui a montré quelque chose en Ligue 2? Est-ce que c'est un attaquant d'expérience? Voilà, il y a des possibilités, mais pour l'instant, je suis pas dans le projet de me dire qu'il faut lui mettre des bâtons dans les roues. Je pense que d'ici un mois ou deux, si par contre on voit que ça bloque, là, il y a une vraie réflexion à avoir et se dire qu'on va plutôt le mettre en rotation qu'en première solution. Parce que pour toi, le recrutement, ce serait lui mettre des bâtons dans les roues. Oui. Donc, ce serait aussi un moyen de lui mettre un peu de pression et puis de concurrence. Je veux pas être, j'aime pas utiliser ces termes, mais on cherche beaucoup, vous savez, chaque année, ce qu'on appelle les projets DNCG. Hein, les projets DNCG de l'année dernière, enfin, l'année dernière, on disait que c'était Camara. Hein. On cherche un peu qui est le projet DNCG de l'été 2025. Vous voyez. Et cette année, c'était quelqu'un quand même qui cochait quand même beaucoup de cases quand tu sais que quand tu regardes le reste de l'effectif, tu n'as pas un autre joueur qui avait Bah, autant de moi, potentiel. je dirais Diallo, tu vois, dans un autre Ouais, monde. mais Ouais. sauf que là, c'est mal parti. Sauf que c'est mal parti, ouais. C'est mal parti. Donc là, Ah, pour c'est le mal coup, parti parce qu'il a été suspendu, mais bon. Euh, oui, mais le fait est, c'est que vu le système en espérant on va voir s'il évolue ou pas, et le fait que Sané, dans les préparations d'avant-saison et aussi dans le début de championnat, Sané est un projet de joueur titulaire, pour l'instant, on sent qu'ils veulent pousser Sané. La question, c'est que tu le pousses à quel point, surtout si à un moment donné, la machine à but se gèle autour de lui. Pour l'instant, elle n'est pas gelée, donc c'est ouais. moins un problème. Mais si ça se gèle autour de lui, là, il y aura un gros focus sur lui, et là, pour le coup, il va être un peu plus menacé par d'autres solutions, quoi. Arthur, l'urgence, elle est réelle pour toi de recruter un neuf d'expérience? Je sais pas, je suis assez perplexe. C'est sûr que pour aborder au mieux une saison de Ligue 2, c'est plus facile d'avoir un mec d'expérience comme on a pu en avoir par le passé, des Nicolas Fauvergue, des joueurs comme ça, des joueurs type Ligue 2 qui connaissent parfaitement ce championnat. Mais je sais que Stéphane Le Mignan, quand il y avait des rumeurs de départ de Simon Elisor cet été,
Stéphane Le Mignan, déjà, ne voulait pas que Simon Lisor parte. Il est très fan du joueur. Il voit beaucoup de choses, beaucoup de bonnes qualités sur le front de l'attaque. Et c'est lui qui est amené à être ce numéro 9 titulaire Sané, n'est pour le moment qu'une doublure. Et je trouve que, déjà, d'une part, faut pas lui tirer dessus à boulet rouge pour un pénalty raté. Qui n'en a jamais raté en attaque? Mikotadze en a raté un il n'y a pas si longtemps avec l'Olympique Lyonnais. Mais Ibou je trouve qu'il a montré des choses intéressantes dans le jeu. Encore une fois, il a fait une passe décisive pour Sabali. Il a un profil de jeu différent qui peut être complémentaire à celui d'un attaquant plutôt de fixation. Il pourrait même être complémentaire à Simon Elisor si les deux peuvent être amenés à être utilisés ensemble sur le front de l'attaque sur certaines séquences. Je pense que c'est quand même c'est un garçon intéressant. Il a un certain potentiel. Bon, je ne sais pas si c'est le projet d'NCG. Je ne pense pas qu'on soit dans ce type de considération avec lui parce qu'il ne part pas dans la peau d'un titulaire indiscutable. Mais c'est pas un joueur qui doit être mis de côté. On n'a pas beaucoup de solutions offensives. Je pense que le FCMS mériterait d'avoir quand même une troisième option, peut-être quelqu'un qui est capable d'évoluer aussi bien devant que sur un côté, mais c'est un joueur qui est somme toute intéressant. Je serais peut-être pas aussi négatif que d'autres quant à sa prestation d'hier, même sa prestation face à Bastia. On a senti qu'il a quand même pris l'intensité Ligue 2 dans les dents, si vous me permettez l'expression. Mais je l'ai quand même vu intéressant sur quelques situations. On voit qu'il C'est a lui du ballon. qui fait la passe pour le deuxième but, hein, d'ailleurs, je crois. Oui, contre Ouais, Rodez, oui. Mais c'est un joueur qui, je pense, dans les prochaines semaines, gagnera en épaisseur. Il faut qu'il se fasse aussi à cette intensité Ligue 2, à cette intensité du monde professionnel, parce il n'a que très peu joué la saison passée en Ligue 1. Donc, soyons patients avec lui et ne le mettons pas de côté. Très bien. Alors après cette première semaine de compétition, on peut déjà tirer quelques conclusions. Alors messieurs, à vous, qu'est-ce que vous retenez de ces deux premiers matchs, le positif comme le négatif? Alex, à toi l'honneur. bah, c'est un peu ce que je disais au départ, c'est que pour l'instant, le sentiment que j'ai sur ces deux premiers matchs, c'est que on est sur courant alternatif. Pour l'instant, on n'a pas encore prouvé. Alors après, les scénarios de match sont différents forcément, mais on n'a pas encore fait un match plein sur 90 minutes. On a des moments où on est complètement absent, comme la première mi-temps contre Bastia. En deuxième mi-temps, là, cette fois-ci, on a géré. Bon, c'est vrai qu'on menait 3-0, on était à 11 contre 10. Bon, on a dû se dire qu'on était. Et puis effectivement, on avait moins de repos que Rodez. Donc on s'est peut-être dit, il faut peut-être qu'on s'économise, en sachant qu'on a déjà un match bon, samedi prochain face à Laval. Mais maintenant, on va voir comment va évoluer l'équipe en essayant de voir si on est un peu plus constant sur l'espace de 90 minutes en fonction aussi de l'adversité et des scénarios de match qui s'annoncent dans les prochaines semaines. Donc, je pense qu'effectivement, on a un effectif qui devrait jouer les premiers rôles, évidemment, sur cette saison. Après, de là à être dans les deux premiers, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a quand même un effectif relativement solide. Maintenant, et je trouve aussi que le projet de jeu de Stéphane Le Mignan est relativement intéressant et j'aime bien aussi la façon dont on se projette vers l'avant, même si il y a manqué un petit peu de finition devant le but, effectivement, un petit peu. Mais j'aime bien sa façon de ressortir le ballon, j'aime bien. Donc après, oui, je suis assez confiant sur la suite. Maintenant, il faudrait voir si on arrive à être plus constant, quoi. Hmm. Thomas, plutôt satisfait, toi, de ce que tu as vu sur ces deux premiers matchs? Sur les intentions, oui, parce que clairement, ce qu'on a vu en préparation, sur l'idée que ça va être un jeu de construction de possession, c'est pas un jeu de kick and rush, on balance devant, qui a été quand même une sorte de mauvais rêve pendant quelques années. Là, on est content de voir que dans les intentions, ça va. Après, voilà, on sait que c'est du rodage qui va devoir encore se faire parce que la préparation, ça n'a rien à voir avec la compétition en réel.
Donc il y a du rodage à avoir et ça, je pense que tout le monde est prêt à l'accepter et doit le comprendre, que des fois certains ne le comprennent pas. Certains réagissent un peu comme si ce jeu de possession, d'organisation comme on l'avait depuis genre 2 ans et que là on n'est pas bien. Et donc voilà, certains l'oublient un peu. Donc il y a le rodage à avoir. Après, voilà, aujourd'hui, tactiquement, je pense que le Mignan, comme il l'a fait en préparation, il a un peu de vision de comment il veut organiser enfin, l'utilisation de certains éléments. Et donc ça, il faut qu'il prenne une décision à un moment donné. Je pense que Laval, c'est encore un bon moment pour après expérimenter encore une chose, mais quand tu as affronté par exemple Lorient, voire même le Paris FC, il va falloir quand même que tu décides vraiment si tu préfères plus un système avec 5 éléments défensifs de piston ou bien son habituel 4 éléments défensifs avec un latéral plus haut que l'autre. Donc ça, il va falloir qu'il choisisse dessus. Et puis après, au niveau un petit peu plus individuel, il y a quand même des joueurs qui aujourd'hui, on se dit que c'est bien parti pour qu'ils aient une vraie contribution cette saison. Je pense que Kwao, c'est un peu une sorte de surprise dans le sens où c'est pas un joueur qui, pour le coup, sur les 2 matchs, nous déçoit dans les intentions ou dans l'impact. Je veux dire, il est. D'autres, c'est du rodage parce qu'ils viennent d'arriver comme Hein, ou alors de l'interrogation, mais on laisse du temps comme ça n'est. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est un peu court forcément pour faire comment dire un gros bilan de ce qu'on voit là, mais il y a de l'intention, c'est le principal. Maintenant, il faudra refaire un point après 2-3 matchs derrière et on verra si ça va dans le bon sens ou si au contraire ça stagne. Et là, on pourra commencer à s'interroger un peu plus sérieusement. Voilà. Arthur, le FCMS, c'est sur les bons rails d'après toi? J'ai le sentiment que le FCMS est sur les bons rails. Alors évidemment, c'est encore trop tôt pour tirer une quelconque forme de bilan. Il faudra déjà voir à quoi ressemblera l'équipe à l'issue du mercato, parce que forcément, il y aura encore du mouvement. Est-ce que ça concernera des joueurs importants comme Mathieu Hudol ou alors des joueurs dont le départ est quasiment déjà acté dans les têtes des dirigeants comme celui de Kevin Van Karkov que je vois quand même mal poursuivre en Ligue 2. Je le verrais plutôt à l'échelon supérieur. Mais c'est quand même relativement positif ce qu'on voit. Ce que j'aime, c'est la cohérence. C'est que on a le sentiment, et je pense que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est que Stéphane Le Mignan est droit dans ses idées. Il a envie de faire quelque chose et lui et son staff vont tout faire et travailler pour que le FCMS joue d'une certaine façon. Ce qu'on n'avait peut-être pas sous la Slobolony, qui, d'après les échos qu'on a pu avoir, n'était pas un monstre de travail, notamment sur la préparation de son adversaire pendant sa période au FC Metz. J'ai quand même hâte de voir cette équipe, comme je le disais, à la fin du mercato. J'ai hâte de voir cette équipe avec Simon Lisor en pointe, peut-être contre Laval dans le meilleur des cas, sinon ce sera après la trêve contre le Paris FC. Il y a des choses très très positives. Encore une fois, si le FC Metz parvient à remonter avec cet effectif, c'est formidable. Il y a quand même des joueurs de qualité. Mais gardons déjà en ligne de mire l'objectif d'être au minimum top 5, de faire les playoffs, d'être dans le haut de tableau, de construire quelque chose et de pouvoir capitaliser sur ça d'ici la fin de saison ou les saisons suivantes pour avoir un projet et c'est le maître mot cohérent. Alors messieurs, avant de clôturer ce talk, on va jouer au traditionnel pronostic pour la prochaine rencontre à Saint-Symphorien face à Laval. Laval qui n'a d'ailleurs toujours pas gagné et qui s'est incliné donc à Grenoble et face à Guingamp. Alexandre, à toi l'honneur, ton pronostic pour la semaine prochaine? Alors, je suis pas souvent très inspiré au niveau pronostic, mais allez, il faut te mouiller là, t'as pas le choix. je vais, je vais dire 2-0 pour Metz. Très bien, très bien. Thomas? Je pars sur 1-0. C'est la formation à 5 derrière de Laval qui me fait dire qu'offensivement, ça ne sera pas aussi simple. Voilà. Ouais. Bien vu. Arthur? Moi, j'avais dit 2-0 pour le FC Metz à Rodez. J'avais eu l'écart. Au final, c'était 3-1. Je vais repartir sur ce même pronostic parce que le FC Metz sera à domicile, aura envie de l'emporter devant son public. Laval ne fait pas un
très bon début de saison et je pense que si tu arrives à marquer assez tôt contre cette équipe en première mi-temps, il y a moyen de faire péter le bouchon, comme on dit. Donc je vois une victoire 2-0 du FC Metz contre Laval. Et ben moi je vous dirais même 4-0. Je me mouille carrément, ouais, je pense qu'on va... Il va y avoir du spectacle à Saint-Symphorien, là. On va enfin avoir du spectacle. Et je pense qu'il y aura peut-être même le retour de Simon Elisor, on ne sait pas. C'est possible. Mais ouais, je vois une large victoire des Grenats. Les amis, le talk touche à sa fin. Merci de votre présence. Pensez à liker, à partager, comme d'habitude, hein, vous connaissez le schéma. On se retrouve bien sûr très vite sur letsgomez.com et la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Salut. Bye.